Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première et peut-être dernière émission. Alors d'abord j'aimerais m'adresser à la personne, peut-être aux deux personnes qui nous regardent. Bah déjà c'est sympa, s'il vous plaît restez. Même installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous pouvez prendre à boire, prendre à manger. Et pendant ce temps-là, nous on va parler ciné et on va également boire un petit peu d'alcool parce que c'est le principe de l'émission. Alors pour cette première émission j'aimerais déjà qu'on se présente, qu'on fasse un petit tour de table. Donc à ma droite j'ai Thomas, Hugo, Natacha et Théo. Donc merci de m'accompagner pour cette première émission. Donc pour la première, comme on est des gens extrêmement originaux, on a décidé de parler de Tarantino et plus précisément de la place des dialogues dans ses films. Alors je vais présenter un petit peu le déroulement de la soirée. Donc on va commencer avec la séquence micro-couloir de notre ami Michel Perchman. On va enchaîner avec un petit débat et enfin on va terminer plutôt avec un quiz bien senti et des shots à la clé. Tout le monde est d'accord? Un beau programme. Ça paraît être un bon programme. Eh bien je vous propose qu'on commence alors. C'est parti, Michel Perchman. Je les ai tous vus, t'as de la chance. Pulp Fiction. Django. Reservoir Dogs. Kill Bill. De Quentin Tarantino, on a Shutter Island. Les 8 salopards. Jackie Brown. Et attends. Je vais pas faire tout le curriculum. Pulp Fiction, je trouve que c'est un film très spécial de... Honnêtement, le gore, le trash de ces films. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les couleurs qu'il met. C'est-à-dire qu'il utilise une palette de couleurs qui est très spécifique. Les films de Tarantino, ils sont assez spéciaux. Enfin, ils sont assez spéciaux. Bon, du coup, on recommence. La scène de drogue. The depiction of characters and la mise en scène et les acteurs sont trop bien. Les punchlines sont super sympas. Et quand elle est enceinte et qu'il vient et qu'il marche dessus avec son bébé dans le ventre. Et donc c'est vraiment un mélange des genres qui est assez impressionnant et c'est ça que j'aime bien. Notamment dans la balance des blancs qui est très sombre, plutôt. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup Kill Bill parce que c'est une héroïne et c'est crédible. Écoute, j'essaie de mettre des termes techniques. Et la balance des noirs, non Alors la balance des noirs, je connais pas ce terme technique, mais je le rechercherai sur internet. C'est juste horrible. C'est qu'ils parlent de rien. Ils sont indispensables parce que ils apportent beaucoup à l'histoire. Parce que l'histoire sans ces dialogues, en fait c'est de la violence et Je sais pas, la banalité des dialogues. C'est dynamique. Quand il cite la Bible. C'est Pulp Fiction, mais... Pulp Fiction. Ah oui, je connais, mais je connais pas... Pulp Fiction. Ouais, bien sûr. La foudre du Tout-Puissant s'abattra. C'est incroyable, ce moment, j'ai frémi. Non. Un verre de lait? Ouais. Bah je dis que c'est pas que du lait. Un verre de lait. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Il est bien ou pas? C'est du vrai lait. Ouais. C'est bon? Non, c'est un peu trop proche. Lève la perche. Ah, le l'ingé son, il a encore un peu de taf. Donc grâce à Michel, on a vu un peu que Tarantino, finalement c'est un des réalisateurs les plus populaires aujourd'hui auprès du grand public. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que Tarantino finalement c'est un petit peu des ingrédients qui reviennent à chaque fois. Ouais. Si vous avez un petit peu des idées pour les ingrédients. Ouais, je sais pas, je pensais par exemple à la violence, qui revient souvent dans tous ses films pratiquement. Moi c'est plus les bandes son et les musiques originales qui me marquent surtout dans le Django. T'as Rick Ross qui vient, qui pose son son, c'est vraiment... Faudrait peut-être pas oublier les dialogues. Ouais. Surtout les dialogues on va dire. Même surtout les dialogues. Des dialogues très longs souvent. Et d'ailleurs c'est ce que les détracteurs un petit peu de ces films disent. Souvent ils disent les dialogues c'est un peu trop long, on s'ennuie parfois. Mais surtout qu'il y a eu un peu une évolution de Tarantino. Vu qu'on a eu des films finalement de plus en plus verbeux jusqu'à en fait... Ça a accumulé un petit peu dans l'exercice de style, ça a accumulé dans The Hateful Eight, où là on a juste un huis clos, avec donc juste les personnages et finalement tout est centré sur le dialogue. Et donc pour la première fois on a eu une partie du public qui a dit qu'elle s'est fait chier devant un film de Tarantino. Clairement. Moi clairement oui. Donc on a cette partie du public avec nous aujourd'hui qui clairement s'est fait chier. Clairement oui, c'était beaucoup trop. Donc finalement en fait ce qui sera un petit peu la première question en ce qui concerne cette émission,
Donc la question qu'on peut se poser vis-à-vis des dialogues de Tarantino et ce qu'on a dit avant, c'est est-ce que les dialogues de Tarantino ne sont que des coquilles vides qui surtout n'ont aucun rapport avec le déroulé de l'histoire? Bah, question difficile, mais encore une fois, voilà, les dialogues c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN. Mais en même temps, tu vois, il est sur le coup, les gars. Sur le coup. Non, vraiment question, mais je peux comprendre les gens qui disent voilà, ils s'ennuient devant les dialogues, tout ça interminable, mais c'est aussi ça passe. Non, personnellement, moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, tu vois, parce avec les dialogues qui sont interminables, qui sont souvent inutiles à l'histoire. Je pense par exemple au dialogue dans Pulp Fiction avec la discussion, la fameuse discussion avec les Quarter Pounder with Cheese, Big Mac, tout ça. Voilà, ou même les dialogues dans Reservoir Dogs sur au début avec Madonna, est-ce qu'on laisse un pourboire ou pas. C'est des questions, enfin des discussions assez générales, tu vois, genre c'est des questions qu'on peut se poser, qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, et c'est ça, je pense, la force aussi de Tarantino, quoi. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it a Royale with cheese. Mais en fait, ça a fait plus ou moins avancer l'histoire parce que tu découvres tous les personnages un par un. Tu vois qu'ils ont des identités propres. Et en plus, ça a été su que cette discussion donne des indices sur tout ce qui va se passer ensuite. Ouais, mais tu sais pas parler. Juste pour répondre, je suis d'accord parce que vraiment même les discussions, tu vois, genre ça aide à mieux comprendre les personnages et tu t'y attaches plus. Par exemple, tu vois, ça donne un petit côté un peu plus humain à Samuel L. Jackson par exemple quand il parle du Big Mac, tu vois, et genre ou à John Travolta, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de t'attacher, je pense, plus au personnage. Parfois ces dialogues, ça dépend desquels, mais certains ont vraiment parfois vraiment une perte de sens par rapport à ce qui entoure les personnages. Alors ça peut donner un certain style, mais moi je trouve que ça me dérange plus et finalement je comprends pas vraiment ce que les personnages essayent de nous raconter en fait. Je trouve qu'il n'y a plus d'histoire. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que les dialogues ça peut aussi instaurer une espèce de tension tout le long d'une discussion, par exemple avec, je pense par exemple à la scène des Joe Bastards, quand il y a le nazi qui arrive dans la scène. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, quelle tension apporte le dialogue sur le sandwich au début de... Ouais. Après, voilà, il y a une différence. C'est ça le reproche que je peux faire à Tarantino, je trouve qu'il est assez inconstant dans sa construction de film, et même si il est génial dans les dialogues qu'il écrit, je trouve qu'il y a une certaine inégalité en termes de contenu, en termes de tension qu'il délivre. Et il y a des dialogues dans Django ou dans Inglourious Basterds qui sont géniaux, et ceux du début de Pulp Fiction, ils m'empêchent quasiment de voir le film. C'est vrai, mais tu vois, par exemple, moi dans Pulp Fiction, c'est vrai que la scène qui m'a le plus marqué finalement, c'est la dernière scène, celle où il y a le braquage du dîner, et c'est là où forcément, encore une fois, il y a des armes, il y a de la violence. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Les dialogues les plus importants dans les films de Tarantino, c'est tous les dialogues qui finissent par de la violence. Et même parfois le dialogue, la violence va se substituer finalement à la parole, au dialogue, à la discussion, parce que finalement la parole ne va rien résoudre. Je pense par exemple à la dernière scène dans Reservoir Dogs, où il y a l'espèce d'impasse mexicaine, là où tu as les trois personnes qui se battent. Et finalement, il y a un mec qui dit maintenant les gars, on pose nos flingues et on discute. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se termine par des scènes violentes, et ça renforce en fait finalement encore plus les dialogues qu'il a pu avoir avant. Tous les dialogues mettent en valeur la violence. Non, moi je dirais plutôt que c'est l'inverse. J'ai pas compris. C'est pas grave. La violence, même si c'est ce qu'on retient le plus de Tarantino, elle sort pas de nulle part. Elle est tout le temps construite par des dialogues souvent bien construits, des fois non. Mais dans ce cas-ci, je trouve que les dialogues c'est vraiment la clé de la réussite de Tarantino. C'est ce qui est sa patte artistique. Moi je serais plutôt d'accord avec ça. Enfin, moi je reviens sur The Hateful Eight où à la fin t'as une espèce de... Enfin à la fin c'est un déchaînement de violence quoi. Genre à la fin, spoiler, quand ils la pendent... c'est la dernière image du film. Dernière image du film, t'as Samuel Jackson et... Comment il s'appelle cet acteur? Giggs, non? Walton Giggs. Ce sera affiché sur l'écran. Voilà, exactement. Et cet acteur, donc il commence à la pendre et tout, tu vois, comme ça, c'est vraiment une scène qui pourrait être indigène, mais je trouve que c'est vraiment genre un peu le point culminant. Moi je trouve en fait que finalement dans The Hateful Eight, il a réussi à construire en une scène un film entier en fait. Dans ce cas-là, Tarantino il serait bon en court-métrage, mais les... Voilà, il faudrait qu'on lui envoie un mail, mec, fais des courts-métrages. Non mais...
Ouais, voilà, mais ça, c'est ce que tu retrouves aussi dans. Ouais, excusez-moi, moi je veux vous couper, je trouve que Natacha n'a pas beaucoup parlé. Alors j'aimerais qu'on lance un petit peu l'instant parité et de donner la parole à Natacha, s'il vous plaît. Non, je suis tout à fait d'accord avec Théo. Je trouve qu'à chaque fois, les dialogues contribuent à justifier la violence qui va se passer après. Et en ce sens-là, il faut avancer l'histoire. C'est pas juste. Bon, il s'est dit qu'il fallait caser un dialogue et tout ça. Non, ça permet de justifier l'action et tout ça. Et dans la manière dont ils sont construits, la manière dont dans les personnages les amènent, ces dialogues-là, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est des dialogues qu'on pourrait entendre, je sais pas, dans des terrasses de café, dans le métro. Have you ever given a foot massage? Don't be telling me about foot massages. I'm the foot fucking master. Ils abordent des thèmes hyper communs comme Like a Virgin ou genre, le fait de donner des tips là de... Pourboire. Ouais, des pourboires. Pourboire pour les personnes qui ne parlera pas l'anglais. Tips égale pourboire, voilà. Comme ça, on apprend en s'amusant. Excellent. Et vraiment, c'est un truc hyper commun. Mais tu vois, sur le dialogue du pourboire, moi, il m'a convaincu qu'il fallait pas donner de pourboire. Alors que le mec. Résultat, maintenant la meuf ne donne jamais de pourboire. Et elle fait des énormes Tarantino offre des éthiques de vie. Depuis qu'elle a vu Pulp Fiction, c'est fini. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Messieurs, je pense qu'il serait temps de conclure. En tout cas, sur cette première partie du débat. Donc, s'il y a une deuxième partie. Mais vous pouvez. Ce n'est pas fini. Restez. Ne partez pas. Restez. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais il me semble que ce qu'on a retenu, c'est en tout cas, il y a quand même un talent, je pense, sur lequel on peut pas vraiment, on peut pas vraiment verbaliser. Il y a un talent, quoi. Il y a quelque chose dans ces dialogues qu'on peut pas. Enfin, je peux pas mettre des mots sur l'efficacité de ces dialogues pour moi, tu vois. Mais ça peut plaire comme ça peut pas plaire parce que parfois, c'est vrai que c'est totalement gratuit. Et que c'est hors sujet. Mais pour moi, il le maîtrise tellement qu'il peut le mettre autant au service du récit et de la tension, ce qu'il fait de façon merveilleuse, ou parfois il peut même désamorcer la tension et faire quelque chose totalement au service de l'absurde et de la vacuité pour montrer ne serait-ce que la vacuité des personnages ou la vacuité donc, de tout le milieu qui entoure les personnages. Donc pour moi, c'est vraiment un outil et Tarantino fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut et Tarantino vous en est. Don't ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. T'accroches au délire, t'accroches pas, toi de... Mais il y a un talent réel. Ouais. On est d'accord, sur ça. C'est bien, donc on a conclu que Tarantino avait du talent. Mais y'en a là-dedans, Donc voilà, donc je propose maintenant qu'on passe, messieurs, à la deuxième partie. Donc maintenant, je vais présenter le jeu. Donc la question du jour, c'est quel est le dialogue de Tarantino le plus intense au sens qu'il est au service de la tension. Donc on a deux équipes, l'équipe rouge à ma droite et l'équipe bleue à ma gauche, qui vont s'affronter sur ce... Il est motivé, hein. Ils vont s'affronter sur ce sujet. Donc je vous propose les gens pour la première partie, je vais vous donner 1 minute 30 chacun pour défendre le film, pour défendre voilà, la scène, pour défendre la scène que vous avez choisie. Et après on va avoir un droit de réponse, vous aurez le droit de démonter les arguments de la partie. Ça c'est bien. Donc je précise que du coup ils défendront, donc l'équipe rouge défendra la scène avec le crâne de Django et nous on parlera de la scène d'introduction de Inglourious Basterds. Voilà. Donc on a déjà gagné d'avance. On a déjà gagné d'avance, c'est vrai. Attendez la deuxième partie du débat. Donc les amis, quand vous êtes prêts, je lance. Donc on a décidé, comme tu le disais, de parler de la scène de Django incarnée donc avec DiCaprio qui se passe au milieu du film. Donc c'est vraiment le moment charnière qui va faire qu'on va basculer dans la dernière partie du film avec cette tension qu'on a qui est amenée justement par le monologue de DiCaprio qui va sortir un crâne de sa mallette pour nous montrer finalement que les noirs sont par nature inférieurs aux blancs. Et donc cette tension arrive. Pourquoi ? Par le monologue de DiCaprio, un moment très très long, comme une exposition académique finalement, parce qu'il va vraiment poser les bases, personne ne peut intervenir autour de lui, et il va vraiment dérouler son argumentaire de A à Z, et on n'écoute que lui. T'es d'accord avec moi ? Ouais, je suis tout à fait d'accord, et ce qui rend cette scène particulièrement unique, c'est d'une part que c'est un monologue, et d'autre part qu'on est enfermé dans cette scène, que ce soit grâce au cadrage, on est sur des plans fixes, quand les personnages sont assis, le seul personnage qui bouge c'est DiCaprio et la caméra bouge avec lui, ce qui renforce l'impression de renfermement. Et on a aussi justement ce côté, toute cette mise en scène autour du monologue en lui-même qui va vraiment venir le mettre voilà, au centre de l'attention du spectateur. On a personne qui parle autour de lui, on entend le tic-tac de l'horloge derrière lui, donc qui renforce vraiment tous les mots que DiCaprio va pouvoir prononcer.
Et l'oppression, elle est vraiment caractérisée aussi par le jeu des sons avec les objets extérieurs. Les mots ne suffisent pas, on a tout le son avec l'horloge, le crâne qui fait du bruit, et Tarantino accentue justement ces sons pour accentuer l'oppression du personnage. Merci, je propose qu'on écoute maintenant oui, on peut, si tu veux, on peut. Je propose maintenant qu'on écoute la partie adverse. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comme on le disait, on a choisi la scène d'ouverture de Inglourious Basterds. Donc, c'est la scène où le nazi débarque dans la famille, au sein de la maison de la famille française et va donc découvrir qui cache une famille juive. Et donc, nous, on a choisi cette scène parce que déjà, c'est une scène d'ouverture, donc c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même. Elle arrive à mettre une tension directement au début du film, alors que dans la scène de Django, cette scène arrive au milieu du film, et donc il y a déjà eu toute la tension qui s'est accumulée grâce au film, et donc de la tension dans cette scène, c'est pas juste uniquement dû à cette scène. Voilà, et puis en plus on trouve exactement qu'il y a des objets qui renforcent vraiment finalement cette tension avec des objets un peu absurdes, que donc soit la pipe ou même le verre de lait qui paraît un petit peu... qui dénote avec justement cette tension qui existe dans la cabane entre le colonel nazi et donc justement le fermier. Et je trouve que justement ces objets renforcent encore plus la tension de par leur côté un peu absurde, parce que finalement ils contribuent à créer un personnage plus ou moins loufoque qui malgré tout prononce des paroles qui sont dévastatrices et qui augmentent la tension de manière incroyable, et on peut voir vraiment un effet particulier sur donc le fermier. Parce que il y a vraiment finalement ce fermier, on sent qu'il est sous tension, et ça nous affecte encore plus parce que vraiment il nous fait stresser finalement. C'est fini. Alors, on sait en même temps, on sait un peu que le SS, voilà, à un moment le SS il va arriver, il vient, on sait pourquoi il vient finalement, hein. On sait qu'il vient pour déloger tous les juifs qui se cacheraient finalement dans la maison. Et justement, c'est ça qui est bien dans cette scène, c'est qu'on sait très bien que avec l'histoire nazie, etc., il va se passer quelque chose de grave, mais il arrive quand même à faire monter une tension et à te demander ce qui va se passer. Vraiment, tu te poses la question et tu rentres dans le jeu, quoi. Et moi, c'est ça qui... il a réussi à créer de la tension autour de quelque chose qu'on attend déjà, tu vois. Non. Finalement, cette scène où ils sont deux, elle est encore plus forte en fait. Parce que elle est renforcée par ce huis clos, par ces objets, plus que dans tout ce qu'on a pu voir dans Django, dans cette scène où finalement, c'est vrai qu'il y a un monologue de DiCaprio, mais en soi, on sait qu'il est fou. Tu sens quand même que cette scène va pas très bien se finir dès le moment où le crâne est posé sur la table, tu vois, genre, c'est quand même assez explicite. C'est un petit indice, quoi. Ouais, c'est quand même un très très gros indice. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des bons arguments de chaque côté. Donc, ce qui m'a vraiment convaincu finalement, c'était l'argument de l'imprévisibilité et en quoi finalement ça va booster un petit peu et être au service du suspense de la scène. C'est pour ça que je vais donner, en ce qui concerne ce débat, la victoire à l'équipe bleue. Et donc, ça vous fait 2 points. Et donc, je vous propose maintenant. On peut essayer. Donc, vraiment, je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire le quiz. Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. Donc on va passer à la dernière partie de l'émission. T'as changé, Théo. Donc, en vrai, Théo a dû nous quitter pour des raisons sportives. Et donc un match de rugby, surtout. Oui, surtout pour le sport des autres. Et donc notre cher caméraman Hugo a gentiment accepté de le remplacer. Donc Hugo, c'est sympa, bienvenue. Merci. Bienvenue Hugo. J'adore ce que vous faites, si je vis toutes vos émissions. Donc on va passer au quiz. Donc je vous propose 5 questions, en sachant que à chaque question, le vainqueur, celui qui aura donné la bonne réponse, aura le droit de distribuer un shot. En sachant que donc, pour la première question, il y aura un shot. Pour la deuxième question, il y aura 2 shots. Pour la troisième question, il y aura 3 shots. Pour la quatrième, je sais pas, 4, c'est bien, il y en a qui suivent. Et pour la cinquième, donc 5. Donc pour la cinquième, donc 5 shots à distribuer. Donc je vous propose qu'on commence dès maintenant. Donc je vais vous poser la première question. Vas-y. Quelle est la couleur du Mister incarné par Tarantino dans Reservoir Dogs? Est-ce que c'est white? Est-ce que c'est blue? Est-ce que c'est brown? Est-ce que c'est orange? Alors on hésite entre la 3 non, mais et la 2. On va dire Mister Blue. Donc j'ai un Mister Blue ici. Mister Brown ici. Et j'ai un Mister Brown ici. Et c'était Mister Brown. Yes! Ooh, that's a bingo.
Pour l'instant, vous pouvez distribuer un shot, donc vous choisissez à quelle personne vous pouvez distribuer ce shot. Qui honneur. Bon bah à Thomas. À Thomas. Donc Thomas, tu prends ton shot s'il te plaît. Choubine-moi pas. Comment est mort David Carradine, l'acteur qui jouait Bill dans Kill Bill? Alors réponse 1, est-ce que c'était une overdose? Réponse 2, s'est-il pendu? Réponse 3, est-il mort en se masturbant? Ou réponse 4, était-ce un accident de la route? Ah mais c'est nous qui avons la... Ah oui, vous avez la main, allez à vous. D'accord. Ah bah il s'est pendu hein. J'aurais dit ça aussi. Donc là j'ai un, il s'est pendu. Alors nous on n'a pas embêté parce qu'en fait il était dans une chambre d'hôtel. Non parce qu'il était dans une chambre, non pour être précis, il était dans une chambre d'hôtel en Thaïlande. Mais en fait il s'est pendu, enfin il s'est masturbé pour avoir plus de plaisir en se masturbant, il s'est pendu. Donc en fait c'est la réponse 2 et 3 en fait. Et oui, et c'était le piège. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Je vais expliquer pour les spectateurs, pour les quelques spectateurs qu'il reste. En effet, David Carradine s'est tué à la fois en se pendant et en se masturbant. Car David Carradine pratiquait une activité qui est l'asphyxion auto-érotique. Et l'activité consiste à se masturber tout en s'étranglant. Et il a été découvert d'ailleurs dans cette position. Malheureusement, ça a été... Non, je ne pratique pas cette Malheureusement, ça a été fatal pour David Carradine qui est mort et donc qui s'est fait retrouver pendu. En bien belle position. Voilà, il s'est fait retrouver. Il y a des photos sur Google. Pendu avec son pantalon baissé. Donc un point. Le lien dans la description de la vidéo. Un point pour l'équipe rouge. I'm a killer. I'm a murdering bastard, you know that? Bienvenue parmi nous. Un petit shot de bienvenue. Je dirais même 2. Ah, mais oui, car messieurs, il y a 2 shots à distribuer. 2 pour moi. Allez. Très bien. Bon, bah 2 pour Hugo. Merci Hugo. Bienvenue. Enchanté. Donc, c'est parti pour la question 3. Quel est le film de Tarantino avec le moins de fuck? Bon, vous connaissez les films, donc cette fois-ci c'est pas un QCM, vous réfléchissez, vous me dites. Fuck all that. Ok, top, j'arrête. Chacun a une réponse? Ouais. Donc équipe rouge, vous commencez, à votre avis, quel est ce film? On pensait à Kill Bill, volume 1. Donc ici j'ai un Kill Bill volume 1. On a le droit de donner la même réponse? Ah, vous... Remarque, pourquoi pas? En même temps, si, vous avez le droit. Donc j'ai 2 Kill Bill volume 1. Est-ce que juste vous pouvez motiver votre choix vite fait? Pourquoi Kill Bill volume 1? Bah parce qu'on pensait à choisir un film qui était assez court, enfin le moins long possible quoi. Avec un personnage féminin... Raffiné. Ouais, raffiné. Mais même chose ici ou pas? C'est aussi parce que c'est le plus court? C'est aussi parce que ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue vraiment, il n'y a pas d'histoire et de raison de dire fuck, c'est surtout du combat et des dialogues qui sont d'abord posés et après il y a l'action, mais les dialogues en eux-mêmes sont pas violents dans les. D'accord, merci. Et donc, mais putain, mais je pensais que j'allais vous penser avec ça, mais non, c'est bien Kill Bill volume 1. Donc, je propose qu'Adrien boive. Voilà. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Ouais, mais bon. Bon. Ah oui, il était pas mal celui-là quand même, hein. À la vôtre. Ok. Ok, super, génial. On va passer à la question 4, j'espère que vous n'avez pas trouvé, bande d'enfoirés. Quel grand compositeur est sorti de sa retraite exprès pour composer la musique de The Hateful Eight? Est-ce que quelqu'un aurait un verre d'eau? C'est fort. On avait pensé à Ennio Morricone. Donc j'ai un Ennio Morricone. Un deuxième Ennio Morricone. Et mon pauvre Adrien. Il va boire les 4 shots. Oh mon dieu, mais j'aurais dû faire des questions plus dures. Allez, ça part. C'est toi qui as fait les règles des points, des shots, je te rappelle. Non mais soyez gentil, me donnez pas les 4. Ouais, allez, un seul. Un seul. Vous m'en donnez un? Il est chargé. Il est chargé ça. Et la prochaine fois, tu feras des questions plus dures. Pour le show, pour le spectacle. Le Tarantichon. Pour le Tarantichon. Ok.
Ok, super. Maintenant, mon enfant, on va passer à la 5e question. Quand Tarantino a reçu la Palme d'Or, une femme s'est levée et a crié quelque chose. Ce à quoi Tarantino a répondu par un doigt d'honneur. Mais qu'a-t-elle crié? Donc cette fois-ci, c'est un QC. Première possibilité numéro 1. Génial, bravo, je suis contente de ce choix. Possibilité numéro 2. C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Possibilité numéro 3. C'est une honte pour le cinéma. Possibilité numéro 4. Mais quelle daube fait chier. C'est la réponse 4. Donc là j'ai un quelle daube fait chier. Et à gauche. On avait la honte. Là c'est. Et là j'ai c'est une honte pour le cinéma. Et non, c'était quelle daube fait chier. Mais ce n'est quel pas moi. retournement de C'est pas moi. C'est pas moi qui prends shot. On tire le spectateur en haleine là. C'est une journée que vous vous rappellerez toujours comme la journée où... Donc là vous avez 5 shots à distribuer à l'équipe d'en face, messieurs. 5 shots. Ouais. On part sur un 3-2. Allez, 3-2 pour qui? Pour le réalisateur. 3 pour le réalisateur et 2 pour Natacha. Ouais. Allez, c'est-à-dire le réalisateur, c'est moi le réalisateur? Non, pour le... Ah, d'accord. Hugo. Parce que si vous voulez, on peut aussi en donner une au caméraman, hein, c'est possible. Caméraman qui nous fait des doigts derrière la caméra. Ouais, le caméraman qui nous fait des doigts derrière sa caméra, moi je propose qu'on lui en donne un quand même, non? Allez, why not? Il y a quoi? Il y a 5 shots, moi je propose 2 et 2 et 1, non? Moi aussi, je suis chaud. Allez. Vous allez bien faire un petit écart aujourd'hui. À bon genre. Et merci Edmond. Ah ouais. Ok, on est bon. Ok, je sais qu'on avait dit 5 questions et je vois une petite dernière. J'en ai une question bonus. Question bonus. Je propose 2 points sur la question bonus, comme ça, ou bien ils confortent leur avant, ou bien vous pouvez passer devant. Allez, ça me dit. Allez. Combien de fois Le suspense est insoutenable. On est d'accord. Hein. Restez jusqu'au bout. Donc, pour la dernière question, je vous propose. Combien de fois est prononcé le mot bastard dans Inglourious Bastard? Bah, une fois, le premier c'est Inglourious. Mon dieu. Bon, c'était la blague de l'épisode. Énorme. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! On est parti sur une fois. On est parti sur un une fois. Ouais. 10, on était parti sur 10. On est parti sur 10 fois ici. Et du coup, on fait quoi? Le plus proche? Non. Non. C'est-à-dire que si vous perdez, c'est moi qui vous distribue des shots. Et en effet, la réponse était 0 fois. Ah, bah c'est ce que j'ai proposé, mais on m'a dit que Brad Pitt Car avait le dit, mot bastard n'est jamais dit dans Inglourious Bastard. T'es sûr de ça? Sûr et certain. On s'est trompé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc allez-y, sentez, messieurs. Chin. Santé. Ouais, vous pouvez mettre un cut. Dans les yeux. À la vôtre. Allez, à la vôtre. Donc ça fait 6 points contre 4. Donc bravo à l'équipe bleue qui a gagné. Les applaudir. Et donc c'est la règle. Le gagnant distribue un gage pour la prochaine fois. Donc vous avez le droit de distribuer un gage à l'équipe rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme gage? Ah bah attends, on réfléchit, c'est bon, on a trouvé. Ah, ça a été rapide? De refaire la scène de... Il s'agit de refaire la danse de Pulp Fiction entre John Travolta et Uma Thurman pour la prochaine émission. Ça vous va? Super. Écoute, c'est chaud. Comme jamais. Mon dieu, c'est fini. Ok, on est bon, donc on est bon sur le gage. Ouais, parfait. Ok. Eh bien écoutez, merci à la personne. Merci à la personne qui est restée pour nous suivre jusqu'à la fin. C'est sympa. Tu peux dire dans les commentaires tes idées pour peut-être le sujet d'une prochaine émission, si jamais on en fait une prochaine. Pour améliorer l'émission. Voilà, tu peux aussi donner tous tes conseils. Tu me donnes tes conseils pour améliorer cette émission. Tu veux une vidéo tuto? Si tu veux que l'émission s'arrête, tu nous le dis aussi. Surtout, n'oubliez pas, on revient. On va essayer de revenir pour une prochaine émission. Soyez prêts. Bon. N'hésite pas à signaler comme contenu désirable. N'oubliez pas de regarder des films. Sur ce, bonsoir.